présente, avec Patrick Brunet, peut-être approcher la question revenir sur certains obstacles qu'a évoqué Jeanne Pau. Elle a parlé d'obstacles cognitifs, d'obstacles symboliques, on peut parler d'inhibition psychologique, d'obstacles aussi géographiques, et on peut se demander si les maisons de quartier, finalement, n'ont pas un rôle à jouer dans cette médiation de la culture, dans cette démocratisation de la culture qui est bien particulier, que ce soit par leur situation, leur sensibilité aux questions de proximité, de quartier, et peut-être par la professionnalité des personnes qui sont en leur sein. On pense aux animateurs socioculturels notamment. Oui, alors j'ai été présenté comme président. J'ai été présenté comme président de la maison de quartier de la Jonction, mais en fait, la maison de quartier de la Jonction ici, elle serait plutôt à dire l'étincelle, puisque maintenant elle a un nom, puisqu'il y avait la Traverse depuis une trentaine d'années, qui était une maison de quartier des Paquis, et depuis 3 ans, j'ai réussi à ce qu'on l'appelle, puisqu'avant c'était la salle de spectacle de la maison du quartier de la Jonction. Donc maintenant c'est l'étincelle, qu'on se le dise. Et est un lieu artistique. Alors, c'est vrai que les maisons de quartier sont plus ressenties évidemment plutôt comme par rapport à la culture cultivée dont on parlait tout à l'heure, plus comme une animation socio-culturelle, donc on donne plutôt la parole ou la place aux habitants de quartier, donc qui sont des artistes. Alors de quelle manière sont-ils des artistes? Ce sont des artistes du dimanche, des peintres du dimanche, et à ce moment-là, on leur donne la place et tout ça. Mais je pense que l'étincelle, comme salle de spectacle, a aussi forcément sa place dans la culture ou dans l'artistique. Il faut faire aussi une différence entre la création artistique et l'animation socio-culturelle, où on est dans l'expression et puis dans l'explication de l'expression, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé tout à l'heure en disant que la culture doit tisser des liens. Évidemment que le social, c'est aussi son but, hein, moi qui ai été enseigné dans cette maison aussi. Tisser des liens, c'est aussi le grand titre du social. Et puis, donc, l'animation socio-culturelle. Donc, nous, à la maison de quartier de la Jonction, effectivement, on donne la place, on donne la parole, on donne l'espace à des gens qui sont des artistes reconnus, mais qui sont aussi des artistes bénévoles, amateurs. Et c'est cette rencontre qui fait aussi l'importance de cette salle. Voilà, je crois que... En fait, la culture ne deviendrait pas du social du moment qu'elle touche ces populations-là. Bien sûr, moi je pense que c'est hyper important que nous soyons reconnus aussi comme des artistes et non pas comme des animateurs de traditions, des gens qui travaillent sur les traditions et sur la mise en forme des traditions. L'artiste, la création artistique doit trouver sa place, bien sûr, dans le socioculturel. Parce qu'on parle souvent du socioculturel, mais on oublie vraiment le mot artistique. Et on a parlé d'art et culture. Et moi, je pense que c'est cette place-là que l'art doit avoir, bien sûr. Et doit trouver forcément une caution de la part de l'ICF. On a l'impression que la réflexion de Jean Caunes sur la prise de parole embrasse cette préoccupation, effectivement, de l'étincelle. Mais, puisque nous parlons de prise de parole, il est temps que vous la voyez, les grands temps, on bascule dans la deuxième partie de cette soirée. Et normalement, un des 2 micros devrait pouvoir circuler. Je vais le subtiliser de ce côté-là. Et puis, Alain Réchina va le distribuer de son côté de la salle. Et moi, je serai là pour l'autre. Qui voudrait poser la première question? Oui? C'est juste une question factuelle. Il faut qu'elle soit enregistrée pour mémoire des temps. C'est juste une question factuelle, très brève. Monsieur Quenet, 13 000 places élèves, pour combien d'élèves au cycle? 12 500. Il y a seulement 12 500 élèves au cycle d'orientation. Ah. C'est pas mal, hein. Pas tous dans la classe. C'est déjà pas mal. Ouais, non, il y en a 12 500, c'est simplement parce que ça ne couvre que 3 ans. Et pire peut-être, mais ça ne couvre que 3 ans. Alors que le poste obligatoire, c'est 22 000 et l'école primaire 33 000. 33 000. Voilà.
Merci pour la précision. Une autre demande ou des récits d'expérience peut-être? Oui, je vous rejoins. Si j'ai bien compris, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, le cinéma, le rock et le salon du livre, le plus grand événement culturel de Suisse, ne font pas partie de la culture. Je sais pas qui s'adresse. À qui s'adresse votre question en particulier? Ah voilà, d'accord. Mais je ne suis pas sûr d'avoir compris Parce que quoi vous avez particulier. Non, je veux dire, la moitié de la population mondiale est prête à dépenser 3 000 francs pour aller dans un concert de rock. On est obligé de louer des stades pour faire des concerts de rock. Le cinéma a quand même des milliards de spectateurs derrière lui depuis l'invention du cinéma, peut-être des dizaines ou des centaines de milliards si on cumule les entrées. Le salon du livre se présente lui-même, enfin, je mets des guillemets, je ne ni cautionner ni infirmer cette affirmation, c'est le plus grand événement culturel de Suisse, sinon de la planète, ou du système solaire. Donc là, il ne semble pas un grand problème d'accès du public ou d'intérêt du public. Enfin, intérêt, ça c'est une notion philosophique, je me garderai bien de discuter ce soir. C'est vrai, ça pose la question de la culture marchande et d'une culture qui serait privilégiée en ce sens qu'elle reçoit de l'argent public. C'est un peu la question que nous posions lors de notre deuxième rencontre théâtrale. Je ne sais pas si elle trouve un écho chez nos intervenants. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur une culture marchande qui semble trouver son public peut-être en le formatant par des produits standardisés? Il y a toute cette réflexion effectivement qui a divisé les sociologues, les philosophes d'une culture qui a été largement condamnée, par exemple, par les écoles de Francfort, Le les cinéma sociologues. d'Hollywood est moins formaté que la télévision romande. Et puis, il y a effectivement, et monsieur visiblement en fait partie, toute une série de défenseurs de cette culture parce qu'elle a été porteur, notamment peut-être porteuse de la libération de la jeunesse, de la place faite aux femmes dans les médias. C'est effectivement peut-être à cette culture de masse qu'on le doit. Jean-Paul. Oui, juste pour essayer de réagir à votre interpellation. Vous faites référence à trois phénomènes, qui sont de nature quand même différente, mais qui, chacun d'eux, pose sa question d'appartenance à la sphère culturelle. Bon, sur le premier, il me semble qu'on va très vite être d'accord les uns et les autres. Le cinéma a été l'art du XXe siècle, il demeure l'art du XXe siècle, c'est un élément de divertissement, c'est un élément de référence, et comme le disait Malraux qu'on a cité, le cinéma c'est un art, mais c'est d'abord une industrie. Et le fait qu'il soit une industrie n'enlève rien à sa dimension artistique ou non artistique. Il est vrai que dans ces industries culturelles, puisque le cinéma est une industrie culturelle, et Marco le signalait, les déterminismes économiques, les déterminismes de normatisation sont extrêmement forts. Et on cherche d'abord le succès quantitatif en termes de fréquentation, ce qui peut rencontrer également un succès qui marque un langage. Le deuxième sur le rock, il est évident aussi qu'on a là affaire à un phénomène culturel qui rentre dans la modernité et qui a toutes les dimensions, qui est à la fois une industrie, mais qui vaut aussi avec des ensembles de rock dans les quartiers. On a toute la palette. Quant au troisième événement, bien entendu, qu'on fait partie de la culture, mais là, il s'agit simplement, et c'est énorme, d'un événement qui permet de présenter l'ensemble de la production. Donc on est à des niveaux de questionnement extrêmement différents. Donc quand vous posez la question, je pense que vous avez la réponse et qu'on pourrait tous la partager. Oui, il s'agit à chaque fois de phénomènes ou artistiques ou culturels, ou artistiques et culturels, ou artistiques, culturels et industriels, qui doivent être appréhendés avec des critères d'évaluation qu'on doit se donner, mais qui ne sont pas les mêmes. Merci beaucoup. Il y a une autre question, une troisième question. Oui, ça marche. Vous parlez de
la réception, me paraît extrêmement intéressant. Et justement, pour revenir au théâtre, en quoi le théâtre et la représentation théâtrale est un phénomène, enfin, je le disais, c'est peut-être un phénomène où justement cette relation de réception est particulièrement clairement posée et forte. Je pense notamment à toute la diffusion Internet aujourd'hui qui groupe beaucoup justement ces éléments-là, parce que finalement on ne sait plus très bien qui est l'émetteur, qui est le récepteur, et puis ça peut devenir un cercle un peu infini, alors qu'au théâtre finalement ça reste toujours clair, et c'est pour ça que c'est si fort et si important. Marco ? Oui, mais je pense que le théâtre était, quand moi j'étais moi-même collégien, était pour sa réception un art difficile. Parce qu'il y avait tout un décorum. Moi je viens d'un milieu humble, mes parents n'allaient pas au théâtre, et sans l'école je ne serais pas allé au théâtre. Aujourd'hui, le théâtre s'est énormément diversifié. J'ai parlé tout à l'heure de la révolution des années 70. Il a occupé des espaces nouveaux et le théâtre n'est plus aussi étranger. Mais je voudrais revenir à une question qui était posée tout à l'heure sur le salon du livre. Il y a entre 16 et 20% d'illettrés, 800 000 en Suisse pour l'ensemble, entre 16 et 65 ans, ou 16 et 20% qui sortent illettrés à 15 ans de nos écoles. Or, le salon du livre, la lecture, qui est un élément extrêmement important de possibilité de l'individu de prendre de la distance par rapport aux choses, il y a là un trou noir de la démocratie, il y a là une zone, une population qui est extrêmement hétérogène, on ne peut pas l'identifier à une classe ou n'importe quoi, qui échappe complètement à la culture, qui est exclue de la culture. Et c'est vrai qu'aucune de nos instances ne s'occupe de cette population, on ne sait pas l'identifier, on n'a pas d'études sérieuses pour savoir quelles sont les causes de l'illettrisme, quelle est la mosaïque de l'illettrisme. Et je voudrais quand même revenir justement sur cette question-là, puisque tu as parlé du livre tout à l'heure. Le livre n'est pas accessible à tout le monde. Or, l'alphabétisation a été le principal vecteur, et est toujours le principal vecteur, de la démocratie. Mais c'est surtout des analphabètes qui vont faire le livre. C'est pas ce que je voulais dire. On va revenir surtout l'articulation entre culture et citoyenneté, qui est un élément fort de l'origine de l'éducation populaire et du rapport Condorcet, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Je pense qu'on entend souvent beaucoup de discours par rapport au désir que les artistes ont de pouvoir porter leur discours devant des publics qui ne sont pas forcément aptes à venir voir leur travail, et comment réussir à atteindre des publics qui sont éloignés et qui n'ont pas un accès évident à la culture. Je pense que ce qui est important, c'est surtout aussi de se rendre compte en tant qu'artiste de ce que ça représente et quelles sont les voies pour essayer d'aller vers ces autres publics. Par exemple, on voit qu'à Genève, on est dans une société qui a quand même 45% d'étrangers. Est-ce que cette culture est bien représentée sur les scènes genevoises? Est-ce que ces gens peuvent se reconnaître sur ces scènes? Est-ce qu'il y a un travail qui se fait dans différentes langues? Comment réussir à aller à la rencontre de ces publics? En effet, à travers les écoles, c'est une façon extrêmement importante, mais ça demande aussi de la part des artistes. J'aime bien le double mouvement dont parlait Jean-Marc Coenet avant, dans les écoles, à la fois d'amener les écoles dans les théâtres et les artistes dans les écoles. Mais pour les artistes, je pense aussi qu'il faut à la fois faire un travail pour amener les publics dans nos théâtres, et des publics qui n'ont pas un accès facile, des personnes âgées, des migrants, et aussi de faire un travail pour aller vers ces communautés. Et là, ça demande un effort qui n'est pas forcément confortable, parce que c'est des fois difficile de jouer dans des conditions précaires techniquement, parfois avec des publics qui ne sont pas avertis, qui n'ont pas l'habitude des codes théâtraux, donc ça peut être inconfortable, il peut y avoir du bruit, et je me rappelle par exemple d'avoir parlé avec Jean-Marc de parfois certaines représentations qui se passent mal, où des comédiens se fâchent parce qu'il y a un élève qui parle et qui arrête la représentation, alors qu'à partir du moment où on va se mettre devant un public qui n'a pas tous les codes et qui ne va pas simplement applaudir poliment à la fin du spectacle, qu'il aime ou qu'il n'aime pas, on se met en danger. Alors je pense qu'il faut pouvoir se mettre en danger, pouvoir aller jouer
dans des lieux qui ne sont pas des lieux théâtraux, et sans faire de concessions sur la forme, l'esthétique et l'éthique. Et ça, c'est aussi de notre responsabilité en tant qu'artiste. Et est-ce qu'on est toujours prêt à faire ça? Alors, il y a certains spectacles qui s'y prêtent, il y en a d'autres qui ne s'y prêtent pas. Mais comment, nous, en tant qu'artistes, on peut faire ce travail et pas juste attendre que ça tombe tout cru dans notre escarcelle? Et je pense que là, il y a un énorme travail de fond de tous les artistes qui sont sensibilisés à ce type de problématique pour vraiment faire une démarche pour rendre le théâtre plus accessible, parce que ça reste encore une forme très élitaire. Merci. Jeanne? Oui, j'aimerais juste peut-être ajouter qu'au niveau du département, c'est un travail qu'on a commencé à faire et qu'on a fait surtout non pour les musées jusqu'à maintenant et les bibliothèques. Mais c'est un travail qui, sur le même modèle, peut tout à fait s'étendre à d'autres formes artistiques où on travaille vraiment avec des focus group, c'est-à-dire les publics concernés. On part des gens, on part des publics et on travaille avec eux. Pas plus tard que ce matin, on a travaillé avec la Roseraie et avec des migrants. Et ces migrants-là, avant de leur proposer une visite au musée Ariana, on va d'abord travailler sur leur représentation de c'est quoi le musée pour eux. Et ça, c'est vraiment un travail qu'on a commencé maintenant avec les organismes sociaux. Quand je disais on travaille en partenariat, c'est ça que je voulais dire. Et c'est vraiment des petits groupes. Alors ça peut passer d'un public anglophone à Genève, parce que c'est un obstacle, la langue est un obstacle, au même titre que la nuit pour les personnes âgées. On travaille avec eux dans des petits ateliers et on fait émerger au fond leurs représentations et leurs attentes. Et ce travail se fait en parallèle d'un autre travail qu'on a commencé, qui à mon avis est le pendant indispensable de tout effort de médiation culturelle, c'est un travail sur la connaissance de nos publics. Parce qu'en Suisse, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'informations réelles sur les pratiques culturelles. Il y a les enquêtes faites au niveau national, il y en a 2. On a peu d'informations, on a peu de connaissances. Donc ce double travail d'essayer de collecter de l'information sur les pratiques culturelles, et puis ce travail de rencontrer les groupes et les groupements sociaux différents pour travailler avec eux dans cette idée. Au fond, au niveau de la médiation culturelle, c'est la même chose qu'au niveau de la production artistique. Il y a 2 orientations de travail, il y a 2 orientations envers les publics. Soit on crée du produit commercial, prêt à consommer, clé en main, soit on fait de la co-construction et on se met à travailler avec et intégrer dès le départ le public cible. Ce sont les options qu'on a prises en médiation culturelle, c'est de construire avec. Et puis je ne pense pas qu'il faut décider ce soir que c'est l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et il y a des publics très consommateurs qui sont très contents de payer très cher pour un produit de consommation. Pourquoi pas, laissons les vivre. On n'est pas obligé de faire ça tout le temps, mais pourquoi pas. Voilà. Je voulais juste prôner le l'un et l'autre, et pas le l'un ou l'autre. Et puis ça pourrait être aussi l'un des rôles des maisons de quartier, en tout cas des salles de spectacle à travers cette étincelle, puisqu'elles ne fonctionnent pas avec un directeur de théâtre qui va lui faire une programmation et puis essayer de voir comment il peut fidéliser son public et tout ça. Nous, ce qu'on prône dans la programmation de l'étincelle, c'est la prise de risque. Une prise de risque dans ce que viennent nous proposer, que ce soit des amateurs ou des professionnels. Nous, ce qu'on essaye d'aider, c'est l'aide à la création. Et si cette prise de risque elle est mise en relief par nous, eh bien, il peut y avoir justement une relation. Donc, ça, c'est aussi un des rôles de l'étincelle. Merci beaucoup, Patrick. Il y a 3 mains qui se sont levées. On va peut-être prendre 2 questions à la fois. Donc, monsieur. En stéréo. Concernant la France, il me semble qu'on pourrait parler de Léo Lagrange, qui, à mon avis, a développé beaucoup la notion de culture populaire. Et je crois savoir que l'oligarchie financière à l'époque était tout à fait contre lui et qu'il cherchait l'argent partout et qu'il était le ministre de la culture et du social en même temps. Et je crois savoir qu'il est mort à l'époque de la guerre, au moment de la montée de tout le nazisme à la Deuxième Guerre. Et donc je crois que la culture pourrait avoir une ouverture aussi dans le sens
pas seulement du plaisir ou de l'éducation collective, mais aussi dans le sens d'essayer de revenir à des valeurs vraiment profondes. Et donc, moi, je suis inventeur d'un orchestre entier d'instruments de musique depuis 40 ans. Je suis depuis 16 ans à Genève. Je n'arrive absolument à avancer quoi que ce soit, alors que j'ai de nombreuses lettres d'éloge au niveau mondial. Absolument rien n'est possible pour moi à Genève. J'ai fait tout le tour, c'est tout le temps, il n'y a pas d'argent, il y a une ouverture seulement le nombril. Enfin, bon. Et donc, d'un point de vue plus profond et terrestre, parce qu'en fait, on est en Suisse, mais je crois qu'on est aussi sur la planète, où il se passe énormément de choses qui sont loin de ce qu'on croit être la culture, et qui est notre culture de fond, avec tout le feu qu'il y a partout. Et donc, je travaille sur un terme avant tout. Ce terme, c'est le terme de harmonie. Le terme d'harmonie. Alors, l'harmonie, ça voudrait tendre vers l'universel. Alors, on a dit que l'universel, il ne faut pas le formaliser trop, il faut le voir comme une fonction. Mais une fonction, c'est une formalisation. Et en fait, l'harmonie, si on comprend que l'harmonie, la vraie harmonie, moi je pense que c'est la relation entre le yin et le yang, c'est-à-dire le vrai mineur et le vrai majeur, c'est-à-dire l'individualisation et la collectivisation. À ce moment-là, on va parler, on reste modeste, on parle d'universalisme, on essaie d'aller vers l'universalisme. On ne va pas parler d'harmonie parce qu'il y a la notion d'unité et de dualité. Quand on parle d'unité, il y a une dualité formidable qui se développe, surtout dans le milieu bancaire. Et donc, on va essayer de parler d'universalisme, mais tisser des liens. Je crois que c'est, en principe, ça devrait être la religion, puisque religion, ça veut dire le lien. Et en fait, les religions, surtout la notion de théologie, c'est une histoire religieuse. La notion de religiosité, c'est-à-dire de sacré, dans la science sociale et socio-culturelle, qui doit être avec un fondement social évident, je crois qu'il y a entre autres la notion de science spirituelle qui manque énormément à Genève. Merci beaucoup. On revient à cette question, à ces questions. Je ne sais pas combien de questions sont posées pour 3 interventions pour commencer. J'ai une question assez simple. Je voudrais inverser la tendance, c'est-à-dire que nous sommes entendre que comment faire venir les gens, s'adresser à la culture, à tous. On a aussi le problème dans la société, dans les citoyens. Et comment nous autres agents culturels, quelles sont nos responsabilités en fait, face à un acte culturel. Je dis ça parce que dans la pratique, nous ne semble pas observer qu'il est automatique que nous accomplissions un acte culturel. C'est-à-dire que nous avons l'ambition de le faire. Quand je fais du théâtre, quand on fait du théâtre, on a l'ambition d'arriver à un acte culturel, mais il n'est pas certain que ce soit le cas. Je dois le dire. Et là, on se comporte, je trouve, on parle tous comme si automatiquement, je peux monter des quêtes, alors venez voir, je vous apporte la culture. C'est très difficile. C'est très difficile de le faire bien, d'arriver à l'acte culturel si on est sérieux, exigeant, quand on fabrique un objet culturel, c'est très difficile. Donc il y a des problèmes sérieux qui se posent dans la cité actuellement. J'aimerais savoir, la question est large, j'aimerais savoir chacune d'entre vous, quelles sont les responsabilités cette fois-ci des agents culturels, acteurs culturels sur les autres. Merci beaucoup. Alors, la première question qui évoquait très justement Léo Lagrange, c'est vrai qu'on a parlé de Malraux, on a eu tort de ne pas évoquer le Front populaire, qui a effectivement une grande importance sur la relation de la culture et du peuple. Mais peut-être qu'on peut relier les deux interventions, aussi dissemblables soient-elles, parce qu'elles évoquent d'une certaine manière le projet qu'il y a derrière cette action, le projet qu'il y a derrière le fait de monter un spectacle, le projet qu'il y a derrière la démocratisation. Est-ce que c'est une chose neutre? Est-ce qu'il y a un projet d'émancipation
derrière une œuvre, derrière une proposition artistique. Marco? Oui, moi je pense que la dernière question, elle est extrêmement importante, à savoir, on a souvent une image un peu le public, une espèce d'image floue. Or, nous sommes dans une société extrêmement organisée, avec une société civile qui, dans les démocraties, est extrêmement importante. Je rappelle simplement que cette convention dont j'ai parlé tout à l'heure de l'UNESCO sur la diversité culturelle insiste sur le rôle de la société civile. Or, c'est qui le relais? Nous avons à Genève 45% d'immigrés. Or, ces immigrés ont des organisations. Il y a le Duello Ibérico, il y a les Italiens, il y a les Slovaques, il y a tout ça. Or, vouloir faire accéder à la culture dans la diversité, c'est pas simplement à partir de nos arts respectifs d'aller vers des gens, mais ces gens sont des acteurs culturels, sont des vecteurs de culture, ces organisations. Et il y aurait lieu, je sais que la ville en subventionne un certain nombre, mais il y aurait lieu de s'intéresser à ces relais parce qu'ils sont absolument essentiels. Parmi ces relais, j'en représente un, c'est le théâtre amateur, je ne vais pas plaider trop de mots, mais il y a d'autres relais et il faut absolument utiliser ces relais. Ce n'est pas nous, à partir de nos connaissances, de notre art, qu'allons aller vers les gens, en ignorant que ces gens sont peut-être déjà organisés et en ignorant ces vecteurs, ces relais que sont ces organisations. Jean Caunes, et puis on reprend une question. Moi, je voudrais prolonger et bénéficier de cette remarque sur la nécessité des relais. Et Marco l'a dit très bien. C'est-à-dire de partir, c'est à la fois des questions de personnes inscrites dans leur territoire de vie, leur territoire de langage, leur territoire de travail. Or, aujourd'hui, une grande partie des corps intermédiaires, les partis, les syndicats, ont perdu leur dynamique tout simplement parce que, voilà, la mondialisation, la centralisation, et donc il faut retrouver non pas ce mouvement où on va vers, il faut le faire bien entendu, mais aussi partir de ce qui existe, et les pratiques culturelles, on les trouve à n'importe quel moment de l'existence, lorsqu'on n'est pas pris dans un travail abrutissant où il n'y a pas d'expression de soi. Donc, cette question des relais, des lieux de vie, des lieux d'expérience est fondamentale. Et pour prolonger, essayer de vous répondre, monsieur, vous avez à juste titre cité Léo Lagrange, qui était un grand militant de l'éducation populaire. L'éducation populaire comme lieu d'émancipation de la classe ouvrière, des personnes et des groupes, a été un moment extraordinairement important en France, depuis et avant l'affaire Dreyfus, jusqu'au Front populaire, après la guerre également. Alors Léo Lagrange, peu importe, n'était pas ministre de la Culture, il n'avait pas de ministère de la Culture, mais il était ministre des Loisirs sous le Front populaire. Et l'éducation populaire, dans sa diversité religieuse, sa diversité politique, a été à l'origine des ciné-clubs en France, c'est-à-dire pas simplement des lieux où on regardait des films qui n'avaient pas forcément trouvé leur public, mais où on en discutait. Et ce temps du débat est fondamental. Ça existe encore dans une association qui s'appelle les CMEA, qui utilise et continue d'utiliser des méthodes actives à partir du théâtre. On travaille avec les jeunes ou avec les moins jeunes, pas simplement pour recueillir j'aime, j'aime pas, mais pour essayer de formuler dans un dialogue et dans un débat. Donc l'éducation populaire a créé le phénomène des ciné-clubs, il n'existe plus pour des tas de raisons socio-économiques. Le théâtre amateur, je pense qu'il faut revenir sur la question du théâtre amateur. Et aujourd'hui, en France tout au moins, on commence du côté du ministère à s'interroger sur ce que peut apporter le théâtre amateur, pas simplement dans son inscription dans des territoires démunis de lieux de diffusion, mais comme travail esthétique, tout simplement. Alors, je n'ai pas le temps de développer, parce que le travail amateur travaille avec les moyens du bord. Et on pourrait dire, il utilise les techniques du bricolage telles que Lévi-Strauss pouvait en parler. Et qu'on peut voir, évidemment, des très belles choses comme des choses très mauvaises, mais c'est vrai du théâtre professionnel. Donc il faut revaloriser le théâtre populaire, le théâtre amateur. Troisième élément, les chorales. Et quatrième élément par rapport à l'illettrisme.
dont vous parliez. Moi, je pense d'une part, il faut séparer illettrisme d'analphabétisme. L'illettrisme, c'est le cas de gens qui ont été à l'école, mais qui n'ont plus eu dans leur travail, dans leur loisir, dans leur divertissement, la capacité, l'envie, le désir de se confronter au livre dans la mesure où le livre est un récit, une narration, et tient compte d'une expérience personnelle. Il y a un truc formidable que moi j'ai découvert en Suisse et que vous connaissez beaucoup mieux que moi. C'est les conteurs et conteuses de Suisse romande qui font un vrai travail, qui va contre l'illettrisme aussi. Tout simplement en racontant des histoires par le biais de l'oralité. Et des histoires, c'est la chose la plus importante qui existe dans la construction de la personne. Eh bien, avec ce désir d'écouter et de recevoir des histoires, on peut conduire les gens à avoir le désir de les lire. Parce que le désir de culture, c'est toujours un désir cultivé. Il ne vient pas de manière naturelle, il ne vient pas de manière volontariste, il vient en provoquant du plaisir, de la jouissance esthétique. Et ça, je pense que ce qu'arrivait à faire l'éducation populaire et qui a disparu pour mille et une raisons, politiques, sociales, économiques, peut-être aussi la perte du projet politique, parce que l'éducation populaire, elle était liée à un projet politique, qui soit religieux, qui soit social-démocrate, qui soit communiste, qui soit chrétien, mais c'est cette diversité des prises de position dans la cité qui aujourd'hui a tendance, pour des tas de raisons, à être banalisée, laminée, séparée, et peut-être que la médiation culturelle, c'est précisément l'ensemble de ces processus qui créent de la relation. Alors évidemment, religaré, c'est religieux, mais l'art chez Malraux se substitue à la religion. Peut-être qu'il y a des manières de créer de la relation avec les langages expressifs, et pas simplement avec... Le premier lien, c'est le travail. On sait que dans une société où le chômage prend de plus en plus de force, il y a peut-être, non pas des substituts, mais à développer des liens qui sont aussi de l'ordre du symbolique, qui sont de l'ordre de l'expressif, qui sont de l'ordre du sensible, et qui conduisent à un sentiment de l'existence de la personne et de son appartenance à une collectivité qui n'est pas forcément une collectivité nationale, qui est une collectivité de culture, d'où l'intérêt aussi, je crois, de quelque chose dont on a extrêmement peur en France, chez vous moins, du multiculturalisme. Parce que le multiculturalisme, ce n'est pas forcément la juxtaposition des cultures, et ça ne devrait pas être la juxtaposition des cultures, mais le dialogue entre les cultures. Effectivement, pour la construction des personnes